D3 TV, la chaîne du divertissement avec des films et séries inédits, des émissions innovantes et interactives, des magazines captivants et enrichissants. D3 TV, la chaîne authentique. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de D3 TV, merci de suivre Recto Verso, votre émission quotidienne d'information et de décryptage qui aborde tous les sujets de développement avec un accent particulier sur les thématiques en lien avec la société, l'économie, la culture et les sciences. Aujourd'hui sur ce plateau, nous parlons encore et toujours de VIH-Sida. C'est le mois de lutte contre le VIH-Sida et D3 TV en tant que média citoyen a décidé de consacrer une série d'émissions thématiques sur cette question. Bien entendu, nous mettons en œuvre ce programme de diffusion avec l'accompagnement de ONU-SIDA et du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, nous parlons de VIH-Sida et jeunesse. Quels sont les enjeux liés à la protection des jeunes face au VIH-Sida, quels sont les défis structurels en termes de prévention, mais aussi quels sont les chiffres qui nous permettent aujourd'hui d'étayer le fait que les jeunes sont les plus exposés face à cette maladie. Élément de réponse juste après notre jingle invité. De retour sur le plateau. Bonjour, Monsieur Samaké. Je vais dire Monsieur Souleymane Samaké. Vous êtes président de l'association Grandir Ensemble Mali. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, parlez-nous un peu de votre association. Quel est le but de cette association et quelles sont les activités phares que vous menez? Ok, merci à tout le monde. Je salue d'abord l'ONU-SIDA, les partenaires techniques et financiers. Donc, je salue aussi D3 TV pour cette invitation. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Concernant Grandir Ensemble Mali, c'est une association nouvellement créée. Okay. Donc, c'est une association des jeunes qui intervient auprès des enfants et adolescents infectés par le VIH, aussi dans la population générale. Donc, on intervient aussi dans la prise en charge pédiatrique pour l'amélioration de la prise en charge du VIH auprès des adolescents et jeunes. Et en même temps aussi, on intervient concernant la transmission mère-enfant. On participe pour aider les différents travaux mis en place par les différentes associations et les différentes ONG et par le ministère de la Santé. Donc, on intervient aussi pour les appuyer dans la transmission mère-enfant du VIH. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Kamala Sidibé. Vous êtes directeur exécutif du RENAPOC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'une telle émission pour le RENAPOC? Merci beaucoup, Monsieur Maïga, de nous avoir associés à votre émission et surtout de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer par rapport à ces problématiques qui est VIH et jeunesse au niveau du Mali. Merci à vous. Je vais aller avec vous, M. Samaké. Okay. Quelle est la situation globale en termes de VIH-Sida au Mali aujourd'hui? Ok, en ce qui concerne la situation globale, en ce qui concerne le VIH, actuellement, le Mali affiche un résultat positif dans ces derniers moments. Donc, c'est-à-dire sur le plan de la réduction du taux de prévalence et aussi sur le plan du taux de décès liés aussi au VIH. Quand on se rappelle, en fin 2021, le taux de prévalence était à 1%. Et 2025, maintenant, c'est 0,76%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une réduction qui est là. Donc, en ce qui concerne aussi le taux de décès liés au VIH, c'était à 4300 décès par an. Maintenant, en 2025, il y a une réduction de 3236. Donc, on peut dire que le Mali, malgré les crises financières, les crises sécuritaires,
le Mali quand même a fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse avoir ces différents résultats. Alors, Monsieur Sidibé, est-ce que la grande et longue bataille contre le VIH-Sida est en train d'être gagnée au Mali? J'ai bien envie de vous répondre oui et non. Parce que certes, il y a des acquis, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, il y a beaucoup d'acquis que le Mali a pu avoir par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, mais il reste encore beaucoup de goulot, vraiment beaucoup de gap dans la, comment dirais-je encore, pour arriver à l'élimination du VIH à l'horizon 2030. Et il faut savoir que le Mali, quand on regarde de façon globale, la prévalence dans la population de façon générale est quand même, on va dire, quand même sous contrôle, entre guillemets, puisque la prévalence tourne autour de 0,8%. Mais il y a encore des poches où vraiment la prévalence est encore beaucoup plus élevée. Et ces prévalences élevées, si on n'arrive pas à les, comment dirais-je encore, à les maîtriser, cela pourrait impliquer une prévalence ou une explosion de la prévalence au niveau de la population générale. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Bien évidemment, bien évidemment. Je vais peut-être vous demander, vous aujourd'hui, à travers votre association, qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelle a été votre contribution, d'abord en termes de prévention, mais aussi en termes de lutte? Ok. En termes de prévention, comme je vous ai dit, nous, on intervient dans la prévention de la transmission mère-enfant. Donc, actuellement, nous avons un projet de l'ONU-SIDA qui nous permet de venir aux côtés des mères, des femmes à l'âge de procréer, de les dépister le plus tôt possible pour qu'ils puissent connaître leur statut et enfin de les initier au traitement ARV. Actuellement, on intervient dans les différentes CCRF de Bamako, donc au niveau des urines, c'est-à-dire dans l'unité de prise en charge des malnutris, des enfants malnutris. Donc, on identifie les enfants malnutris, donc on essaye de les dépister. Et après, si ces enfants sont devenus positifs, on les initie par nous, on les réfère maintenant au centre de prise en charge. Et aussi, à travers l'index testing aussi, on essaie aussi de dépister les parents de ces enfants. Donc, et les frères et sœurs, si c'est positif, on les initie au traitement et puis on fait le suivi et puis l'accompagnement psychosocial de ces enfants. Je vais vous interrompre si c'est pour une bonne cause. Pourquoi le choix précisément des enfants malnutris? Ok, donc ça c'est une partie très technique, parce que les médecins peuvent nous dire ça, mais pourquoi nous on a choisi les enfants malnutris? Parce que on a su que ces enfants sont un peu laissés à côté un peu. Alors donc c'est un critère de vulnérabilité. Voilà, c'est un critère de vulnérabilité. Je vous laisse continuer, vous étiez en train de parler de prévention. Allez-y sur les activités en termes de lutte, parce que c'est l'objectif de cette émission. La lutte contre le sida se joue à travers des associations comme les vôtres, qui jouent un rôle extrêmement important sur le terrain. On a souhaité vous créer ce rendez-vous pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre de fond en comble le travail magnifique que vous êtes en train de faire. Donc c'est l'occasion de dire tout ce que vous êtes en train de faire. En dehors de ces enfants, on intervient aussi dans les différents réseaux sociaux. Donc on donne des sensibilisations, on donne les nouvelles informations sur le VIH et sur la santé sexuelle et reproductive. Donc ça englobe tout le monde, parce que s'il s'agit des réseaux sociaux, ce n'est pas personnellement ciblé. Donc ça concerne tout le monde. On donne des informations de façon générale, on sensibilise de façon générale. Donc aussi, les gens qui veulent faire le dépistage, ils nous contactent, on les oriente aussi vers les sites pour le dépistage. En même temps aussi, en cas de séropositivité, on les lie directement au soin. Monsieur Sidibé, vous êtes directeur exécutif du RENAPOC, le réseau national de protection des populations clés. Expliquez-nous cette notion de population clé et pourquoi vous avez choisi exactement de travailler sur ces segments. Quand on parle de population clé, c'est population clé par rapport à l'infection à VIH de façon globale. Donc c'est des groupes de population au vu de
leur façon de vivre ou au vu de leurs activités, pratiques ou leurs activités, comme vous l'avez dit, c'est des personnes qui sont les plus exposées par rapport à l'infection à VIH. Donc, c'est vraiment un engagement que notre structure a pris pour pouvoir aller travailler sur des groupes où, comme je le disais dans l'introduction, le VIH reste encore beaucoup problématique. Les prévalences sont souvent jusqu'à 12 fois ou au-delà de ça, plus élevées que dans la population générale. Au sein du réseau, nous intervenons aussi dans la prévention à travers la sensibilisation, le renforcement des capacités. Aussi, nous travaillons sur l'autonomisation des personnes et un accent particulier est mis sur les cibles jeunes. Au-delà de ça aussi, nous travaillons comme intervention prioritaire aussi. Nous faisons les liens aux soins. Nous travaillons à faciliter l'accès au traitement pour les personnes qui s'avèrent être positifs après le dépistage. Nous facilitons aussi vraiment l'accès au dépistage qui est vraiment la porte d'entrée par rapport au traitement, qui est la porte d'entrée par rapport à la sensibilisation, qui est la porte d'entrée même de la lutte contre le VIH-Sida. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le VIH-Sida ne peut être détecté autrement que par le dépistage. Par rapport à ce que nous faisons, c'est vraiment de travailler à faciliter vraiment l'accès aux soins en travaillant pour rendre l'environnement favorable pour que ces personnes puissent venir chercher eux-mêmes les services, que ce soit les services de prévention, mais aussi surtout les services de prise en charge pour rompre la chaîne de contamination, la chaîne de transmission par rapport à l'infection à VIH. Rompre la chaîne de contamination, cela passe nécessairement par le dépistage. Vous l'avez dit, vous faites bien de le mentionner. Vous qui nous suivez à travers cette émission, n'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre le VIH, le meilleur moyen de se protéger contre le VIH, le meilleur moyen de protéger les personnes que nous aimons contre le VIH reste seulement et uniquement le dépistage. Ça fait une belle introduction pour cette émission. Nous revenons sur le plateau dans un court instant pour le débat de fond. De retour sur le plateau, Monsieur Sidibé, quels sont les chiffres, que disent les données sur la situation particulière des adolescents et des jeunes infectés et affectés par le VIH-Sida au Mali? Au Mali, ok. Il faut savoir déjà que au niveau du Mali, quand on parle de prévalence, qui est plus ou moins bas, je vais d'abord commencer par cela parce que c'est important de mentionner que quand on parle de 0,8%, c'est relativement bas par rapport à l'infection à VIH qui serait séropositif au niveau du Mali. Quand on l'étend, comment dirais-je encore, aux chiffres et aux données du Mali, nous avons normalement au Mali ici plus de 110 000 personnes qui vivent avec le VIH. Plus de 110 000 personnes qui vivent avec le VIH. Et actuellement, c'est seulement un peu moins de 80 000 personnes qui sont effectivement au courant, qui sont porteurs du VIH. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont séro-ignorants, comme on dit dans notre jargon, qui vivent avec le VIH, qui continuent de transmettre sans pour autant, comment dirais-je encore, les savoirs. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, par rapport à ces chiffres, quand on regarde le nombre d'enfants et adolescents qui vivent avec le VIH, on peut aller jusqu'à 12 000 personnes, 12 000 enfants et adolescents actuellement qui vivent avec le VIH au niveau du Mali. On parle des jeunes, effectivement, de 14 ou 15 à 24 ans. Qu'est-ce qui explique cet état de fait, M. Samaké?
Ok, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. Donc, parce qu'à l'âge de 15 à 24 ans, donc 15 ans déjà, donc ça c'est l'âge de puberté. Et puis à ces périodes-là, donc les enfants, eux, s'il n'y a pas un bon encadrement, donc il y aura plus de chances de contracter. Ça c'est le premier facteur. Et puis le deuxième facteur aussi, ça diffère d'une région à une autre. Donc à Bamako ici, on sait qu'avec l'urbanisation, donc les jeunes filles à l'âge de procréer, donc avec l'internet, les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc à cet âge-là, on essaie de tenter de voir ce que ça donne. Okay. Donc avec l'urbanisation, il y a des coins où on peut prendre et faire des trucs comme ça sans avoir des informations. Donc cela expose ces jeunes-là au risque de contamination à VIH. Alors, M. Sidibé, sur la notion du suivi, c'est extrêmement important. Il va sans dire que cette tranche d'âge, en tout cas ces jeunes et ces adolescents exposés, n'ont pas été pris en charge. D'où est parti le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi cette tranche d'âge spécifiquement n'a pas bénéficié des programmes de sensibilisation en termes de prévention? Déjà, je pense que ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous vivons. Okay. Le contexte dans lequel nous vivons, tout ce qui est lié à la sexualité est tabou dans notre société. Et il n'y a aucune communication autour de la sexualité entre parents et enfants. Ça, c'est le contexte et l'éducation malienne que nous avons reçu. Okay. Si les jeunes n'ont pas l'information, ils n'ont pas encore accès à l'information, c'est que il reste encore beaucoup de travail à faire. Les organisations de la société civile font un travail excellent et accompagnent beaucoup l'État dans ce sens-là. Bien sûr, il faut noter aussi que ce que nous faisons comme travail par rapport à tout ce qui est information, sensibilisation autour de la santé sexuelle, reproductive, autour de questions de la lutte contre le VIH et les autres IST. Et nous le faisons sous l'égide de l'État malien. C'est pour contribuer, accompagner l'État malien pour améliorer la santé des Maliens. Nous reviendrons avec vous. Je vais peut-être faire réagir M. Samake sur toujours le segment des adolescents. Alors, quelle est la situation? Quelles sont les tendances de variation d'une région à une autre ou d'une commune à une autre commune? Ok, merci pour cette question. Et en ce qui concerne la tendance, donc quand on prend actuellement à Bamako ici, il y a aussi la précocité de la sexualité qui est là. Aussi, il n'y a pas l'information, l'éducation sexuelle n'est pas intégrée dans les différentes écoles. Donc, quand on prend Koulikoro ou Ségou, donc on verra qu'il y a d'autres réalités qui s'ajoutent, c'est-à-dire le mariage précoce des jeunes filles. Donc, il y a ça aussi, ça favorise. Et puis, les violences basées aussi sur les genres. Donc, on les constate même à Bamako, mais dans les régions, dans les différentes régions, ça c'est plus fréquent là-bas qu'à Bamako. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une tendance qui diffère un peu. Alors M. Sidibé, nous à notre époque, il y avait des clubs SIDA dans les lycées, il y avait quand même des activités, les acteurs de la chaîne artistique étaient très actifs avec beaucoup de sketchs, il y avait des musiques sur le VIH. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tendance est toujours d'actualité ou bien est-ce que ça a beaucoup baissé? Est-ce que le fait que cette tendance ait baissé ne contribue pas aussi à exposer les jeunes? Oui, je pense que ça peut contribuer à l'exposition des jeunes parce que il y a, comme vous l'avez mentionné tout de suite, il y a moins de campagnes autour du VIH. Il y a moins de campagnes autour du VIH puisque malheureusement les financements alloués au programme de lutte contre le VIH diminuent de façon continuelle. Et c'est des dernières années, pour ne pas dire que l'année 2025 nous avons vraiment connu un record
par rapport à la réduction des budgets liés à la lutte contre le VIH-Sida. Donc, il y a moins de campagnes autour du VIH-Sida. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi le narratif autour du VIH qui doit changer. Si on peut l'éviter, c'est mieux de l'éviter, mais on ne doit plus avoir peur du VIH. Je vous dis pourquoi. Parce que aujourd'hui, nous avons la chance de vraiment avoir des molécules, des traitements qui peuvent permettre à la personne d'avoir une espérance de vie comme une personne séronégative. Exactement. Vous êtes dépisté tôt, vous faites votre prise en charge très tôt. À l'espace de 3 mois à 6 mois, vous devenez déjà indétectable. J'aurai peut-être l'occasion de vous, allez-y, de vous expliquer. C'est un aspect qui est très important. Allez-y, allez-y. Indétectable, ça veut dire que les taux, on va parler comme ça pour que les gens puissent comprendre, les taux, le nombre de virus dans votre corps. Permettez-moi de vous interrompre pour mieux schématiser le développement que vous êtes en train de faire. Ça veut dire tout de suite un jeune qui prend la responsabilité de se faire dépister. Une fois qu'il est dépisté aujourd'hui, quand il est mis sous traitement, au bout de 6 mois, la charge virale est indétectable. Expliquez-nous rapidement. Quand la charge virale est indétectable, le jeune, bien sûr, on dit toujours aux gens par rapport aux autres IST et de ne pas, parce que le VIH, c'est 2 virus. C'est vrai qu'au Mali, ici, nous avons le type 1, VIH1, qui est beaucoup plus fréquent. Voilà, mais il y a le VIH2 qui peut être importé par une personne qui vit dans d'autres régions du monde, dans d'autres régions de l'Afrique. Si on a le VIH1, qu'on est sous traitement et qu'on contracte le VIH2, ça peut créer des complications. Voilà, complications par rapport au traitement. Mais sinon, si on a un type de VIH connu, on a été mis sous traitement en espace de 6 mois maximum. On ne peut plus le transmettre, même si on a des relations sexuelles non protégées. On ne peut plus le transmettre à sa femme, à ses enfants. Voilà, donc c'est une personne, ça va être comme une personne qui a le diabète, qui doit juste aller de temps à autre se contrôler son taux d'insuline et continuer à vivre. Je pense que le diabète est beaucoup plus grave que une personne séropositive qui est observée actuellement. Donc, on parle même du paludisme. On espère, il y a des gens qui estiment que le paludisme aujourd'hui est plus grave que le VIH. Malheureusement, dans les pays où les gens, le narratif a été vraiment compris, et que les gens ont adhéré au traitement, le paludisme fait plus de dégâts que le VIH, même dans nos pays du Sud. Donc c'est pour ça que les gens disent que le paludisme est beaucoup plus grave que le VIH. Vous pouvez fréquenter des personnes qui sont séropositives, qui sont juste observants, qui prennent soin d'eux. Pendant des années, vous ne saurez jamais que c'est une personne séropositive. Donc, il faut vraiment que les narratifs autour du VIH changent. Je reviens sur les données que je vous avais partagées au début de l'émission, à savoir le nombre de personnes supposées être séropositives au niveau du Mali, qui peut aller jusqu'à 120 000 personnes. Ça, c'est quand même énorme. Mais parmi ces personnes, vous allez voir que avec tout l'effort que le gouvernement a mis en place par rapport à la lutte contre cette infection, avec tout l'effort que les organisations de la société civile font, il y a à peu près seulement 80 000 personnes. Voilà. Un peu moins de 80 000 personnes qui connaissent leur statut. Donc, je pense qu'il reste beaucoup de travail. Alors, sur les 80 000 qui connaissent leur statut ou qui sont supposés connaître leur statut, combien de personnes sont sous traitement? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais quand même que la mise sous traitement, on a souvent des, comment dirais-je encore, comme on dit sur nos sites, dans notre jargon, les perdus de vue. Et il y a même des programmes communautaires mis en place par les organisations de la société civile toujours pour pouvoir aller
à la recherche de ces personnes et les ramener. Parce que tout ce travail que nous faisons, quand on nous dit que le VIH se trouve dans tel endroit, on essaye de faire l'effort d'aller chercher là-bas, de ramener ces personnes et de les mettre sous traitement. C'est pour le bien-être de la société de façon globale. Parce que tant que ces personnes ne sont pas suivies, on ne peut pas rompre la chaîne de contamination. Et vous savez que moi, qu'au niveau du Mali, nous vivons ensemble et nous partageons tellement de choses dans le quotidien que si moi je suis affecté par quelque chose, ça peut vous arriver, ça peut lui arriver facilement. Donc c'est vraiment pour aller chercher ces personnes, pour les ramener sous traitement. On va revenir sur les efforts. Je vais faire réagir M. Samake sur un aspect important. Alors, quelles sont les actions concrètes à l'échelle nationale qui ont été posées aujourd'hui en termes de prévention de la contamination des jeunes et adolescents? Ok, actuellement, l'État a fait beaucoup d'efforts. L'État a fait beaucoup d'efforts sur le plan de la prévention, surtout auprès des jeunes, vu qu'il n'y avait pas une forte intégration de la prise en charge du VIH et puis de la santé sexuelle et reproductive. Et au milieu scolaire aussi, l'État est en train de faire des efforts pour qu'on puisse intégrer l'éducation sexuelle dans les programmes éducatifs. Ils ont mis des trucs en place aussi concernant la prise en charge. Donc l'ARV est gratuit partout au Mali. Donc ce qui explique encore beaucoup plus l'effort fourni par l'État. Si l'ARV est gratuit, donc l'accès est gratuit pour tout le monde. Donc, et puis le dépistage aussi avec les organisations de la société civile aussi qui interviennent auprès de la population, donc facilite le dépistage et aussi avec l'appui du ministère de la Santé. Donc ils sont en train de progresser ensemble dans la lutte contre le VIH. Contribution supplémentaire sur la notion de prévention et la prise en charge dans un deuxième temps. Nous avons la chance que de plus en plus l'État malien encourage l'expertise communautaire. L'expertise communautaire, c'est des membres de la société, des membres des communautés qui se mettent ensemble pour pouvoir accompagner l'État à prendre en charge ou à affronter un problème sociétal. Donc, par rapport à l'accès aux soins et à la prévention, nous, en tant que communautaire, nous arrivons quand même à contribuer, et, comment dirais-je encore, significativement par rapport à l'identification des nouvelles personnes qui sont dépistées positives, mais aussi favoriser les liens aux soins. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre sur cette question tout de suite pour schématiser. Une fois qu'un jeune ou un adolescent est identifié séropositif, comment se met en branle le dispositif de prise en charge? Quelles sont les premières actions qui sont faites? Déjà, quand la personne est dépistée séropositive, ça peut être déstabilisant. Surtout pour des jeunes. Voilà. Donc, pour ces jeunes-là, nous essayons toujours dans les différents OBC, toutes les organisations qui interviennent ou qui sont dans la lutte contre le VIH-Sida, plus ou moins ont un lien ou travaillent avec Arcade Santé Plus. Voilà, Arcade Santé Plus qui est quand même l'une des premières organisations de la société civile qui a commencé à accompagner les personnes vivant avec le VIH depuis qu'il n'y avait pas de traitement. Donc, l'expertise s'est développée. Mais au-delà de ça aussi, nous arrivons facilement, si les personnes ne sont pas à l'aise avec les formations sanitaires classiques, étatiques, nous essayons d'accompagner ces personnes vers ces cliniques communautaires. Et dans ces cliniques communautaires, il y a vraiment, comment dirais-je encore, beaucoup de choses qui sont mises en place aussi. On a même des personnes au sein de ces cliniques qui travaillent autour de ces cliniques qui peuvent transporter les médicaments de la personne. Si la personne a du mal à venir, la personne ne veut pas être vue, qui peuvent transporter, qui peuvent faire certains prélèvements pour pouvoir venir techniquer. Donc on a on a mis toutes ces stratégies en place. Voilà. Du traitement. Voilà. Pour alors pouvoir. Ces dispositifs communautaires dont vous parlez, est-ce qu'ils existent partout? Est-ce qu'ils sont
ils ont pignon sur rue. Est-ce qu'à Bamako, nous en avons plein dans les régions, dans les sectes? Comment ça se passe? Est-ce que c'est inclusif? Malheureusement, ça n'existe pas partout. Mais quand même, il y a un gros travail qui a été fait pour pouvoir rendre ceci possible. Okay. Mais au-delà de ces cliniques communautaires, nous avons aussi des organisations qui travaillent autour des centres de santé de référence, comme les CCRF par exemple, comme Grandir Ensemble, qui essayent aussi de faire ce travail-là. Donc là où il n'y a pas de cliniques communautaires, il y a des centres de santé de référence. On a même des personnes qui ont commencé enfin, des organisations qui travaillent aussi, même auprès des ASACO. Les ASACO. Voilà, les ASACO. Mais quand même, puisque mettre une équipe comme ça en place, ça coûte de l'argent. Okay. Et le nerf vraiment de la... Alors, je reviens un peu sur cette question. C'est extrêmement important parce que nous sommes dans une dimension pédagogique. Alors, pour les jeunes infectés par le VIH à Bamako, quels sont les niveaux de prise en charge d'abord à Bamako qui existent, où les jeunes peuvent aller tout de suite se faire dépister ou se faire traiter? Ok, il y a déjà tous les CCRF. Tous les CCRF, ok. Tous les CCRF de Bamako. Ok. Et au-delà des CCRF, il y a bien sûr le CESAC qui est le premier centre communautaire qui a été mis en place par rapport au traitement du VIH au niveau de Bamako. Le CESAC de l'organisation de l'ONG Arcade Santé Plus. Il y a aussi des cliniques communautaires, par exemple la clinique des Halles, la clinique de l'ONG Sutura au niveau de... Voilà, on a quand même quelques dispositions au niveau de Bamako. Et aussi pour tous les jeunes, par exemple, qui veulent avoir des informations, ils peuvent aller sur nos différentes plateformes, la plateforme de Grandir Ensemble, la plateforme du RENAPOC et d'autres plateformes même d'organisations qui interviennent dans la lutte contre le VIH-Sida. Généralement, si les personnes nous écrivent, on a des modérateurs qui essayent de répondre rapidement à leurs besoins. Ça, c'est Bamako. Ça, c'est Bamako. À l'intérieur. À l'intérieur, on va faire réagir. Et, ça, c'est à Bamako. Et en même temps aussi, comme il a si bien dit, Grandir Ensemble, notre association aussi intervient dans ça, à cette dynamique-là. C'est-à-dire faire la distribution à base communautaire des ARV pour les personnes infectées. Surtout les jeunes et adolescents, parce que on sent que avec la discrimination et la stigmatisation, les jeunes, s'ils sont testés positifs, ils ont du mal des fois à se déplacer pour aller prendre les ARV en vue de ne pas stigmatiser ou de ne pas discriminer par la communauté. Donc on les accompagne. Donc on fait la distribution à base communautaire des ARV. Donc aussi comme il a si bien dit, il y a ONG Sutra, pas seulement à Bamako. Donc ONG Sutra aussi intervient aussi dans différentes régions, tout comme les Arcade Santé Plus aussi. Donc, pour ces dynamiques-là. Donc en dehors de Bamako, vu que nous on a des plateformes numériques sur les réseaux sociaux, donc on interagit avec les personnes, donc les personnes qui souhaitent faire le dépistage ou qui souhaitent faire la consultation concernant un cas d'infection sexuellement transmissible. Donc, ils nous contactent, on les oriente vers les centres de prise en charge, surtout au Hall de Bamako, ou dans les cliniques santé sexuelle de Soutra, ou dans les cliniques santé sexuelle aussi de l'Arcade Santé Plus. Donc, il y a tout ça. En plus aussi, pour les jeunes, il y a une application aussi qui est en place depuis 2019. L'application, c'est Hello Ado. Hello Ado. Hello, comme on l'entend, H-E-2-L-O. Ado. Donc, sur cette application numérique, il y a beaucoup de choses à apprendre sur la santé sexuelle, le VIH, le comportement social, etc. Même aussi, il y a des géolocalisations aussi sur cette application. En cas de problème, si tu ne peux pas dire à une personne, donc toi-même, tu peux faire la géolocalisation pour se rendre à une clinique pour faire la prise en charge ou aussi des services de prévention pour les VIH et les infections sexuellement transmissibles. C'est important d'avoir toutes ces informations pour permettre au public intéressé de savoir aux parties. Alors je reviens avec vous. Quels sont les enjeux liés à l'exposition des jeunes et adolescents en matière de VIH-Sida? Quels sont les véritables enjeux?
Les enjeux, je pense que le premier enjeu, ça va être le manque d'informations. Ok. Oui, la première des choses, c'est vraiment comme je vous avais déjà donné des chiffres par rapport à l'accès limité pour tout ce qui est information réelle Ouais. et des bases par rapport à l'infection à VIH pour les jeunes, les adolescents et jeunes entre 14 et 25 ans au niveau du Mali. Il y a aussi la disparité du genre. Ok. Les questions liées au genre, c'est pourquoi on se rend compte que, au-delà aussi de l'aspect biologique qui expose beaucoup plus la femme que l'homme, mais il y a aussi l'aspect sociétal, tout ce qui est autour des questions de genre, les inégalités liées au genre, qui peut être aussi exposant. Troisième lieu, je pense qu'il y a aussi, je le dis souvent, les narratifs par rapport autour du VIH qui doivent être changés. Ok, on va les gens revenir. ont toujours peur. Ok. Il faut que cette peur, on transforme cette peur à un engagement personnel et collectif pour chacun de nous. On va revenir. Je vais faire réagir M. Samake sur un aspect non moins important. Vous expliquez aussi beaucoup de choses qui montrent qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais il va sans dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à être faites. Aujourd'hui, quels sont les défis, quelles sont les difficultés que vous avez pour pouvoir porter le message? Ok. Bon, il y a les défis majeurs d'abord, c'est l'introduction d'abord des financements. Ok. Parce que au cours de la réalisation des activités de 2025, il y a eu beaucoup de difficultés du côté financier. Ok. Surtout les activités principales aussi, et c'est financé par les bailleurs extérieurs. Techniques et financiers. Voilà, ça c'est des fonds extérieurs. Ok. Donc maintenant, s'il y a eu des difficultés pour l'obtention de ces fonds, donc il y aura aussi des difficultés pour la mise en œuvre de différentes actions, même si on a des idées claires, on a des trucs à mettre, donc il faut des fonds pour pouvoir réaliser ces différentes activités. Exactement. Donc ça c'est un défi majeur. Ok. Donc d'où la nécessité aussi le choix du thème national, Ouais. donc que le Mali a adopté. Ok. Voilà, le SIDA, le financement extérieur, donc une opportunité pour arrêt du financement voilà, extérieur, arrêt du financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain. Donc ça c'est d'où l'idée est venue de ça, parce que il y a eu beaucoup de difficultés dans l'année 2025. Ok, d'accord. Donc et puis d'autres enjeux aussi. Défis encore. Ok. Donc il y a toujours le manque d'information, l'intégration aussi, l'implication des jeunes. Ok. Donc il va falloir que les jeunes s'impliquent davantage, parce que les couches les plus touchées, ça c'est les jeunes. Exactement. Donc il faut que les jeunes aussi s'imprègnent dans ces différents lits. Ok. Ça nous ramène à la notion du narratif qu'il faut retravailler. Et je pense que ces genres d'émissions, en tout cas D3 TV a pris cet engagement citoyen de créer des cadres de ce genre. Sur le mois du VIH-Sida, nous sommes sur une dizaine d'émissions. À travers D3 TV, nous avons produit des films, des sketchs qui sont actuellement diffusés sur notre plateforme. Nous espérons à travers cette dynamique, en tout cas médiatique, contribuer à faire changer les perceptions sur la thématique du VIH-Sida. Nous terminons cette deuxième étape de notre émission avec vous sur la question de la vulnérabilité. Au-delà des jeunes et des adolescents, est-ce qu'il y a d'autres couches de la société qui sont en position de vulnérabilité, et qu'est-ce qui est fait pour pouvoir prendre en charge ces personnes? Oui. Je pense que dans le document, comment dirais-je encore, dans le document qui cadre la lutte contre le VIH-Sida au niveau du Mali, l'État malien même s'est engagé à aller chercher là où se trouve le VIH sur tout l'étendue du territoire malien. Et effectivement, il y a des groupes comme on appelle des groupes qui sont définis comme des groupes hautement vulnérables par rapport à l'infection à VIH. Il y a spécifiquement les HAR, les UDI, les TS et aussi les personnes incarcérées. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à la deuxième étape de cette émission. Nous soufflons
et nous revenons. Mais avant de partir, il faudrait noter, c'est extrêmement important, chaque dépistage est une bataille de gagner contre le VIH-Sida. Sur le plateau avec vous, M. Samake. Alors, comment sont traités les cas de contamination, spécifiquement des jeunes? Ok. Et, pour les cas de contamination, donc des jeunes qui ont été dépistés positifs, donc on les oriente directement dans les centres de prise en charge. Donc pour leur initiation au traitement ARV. Okay. Donc une fois au centre, donc il y a l'équipe d'accueil qui est là, et en même temps aussi il y a aussi les médecins, donc afin de fournir, de créer un dossier spécifiquement pour la personne. Okay. Donc parce que maintenant l'État a adopté, une fois dépisté positif, directement il faut l'initiation au traitement. Okay. Donc quand même on sensibilise la personne, parce qu'il y a des fois il y a des gens qui refusent les traitements. Donc on essaie de continuer de les sensibiliser afin qu'ils acceptent les traitements. Quand même, une fois accepté les traitements, donc on crée le dossier médical pour la personne. Donc on les initie sur le traitement ARV. Donc on les donne des rendez-vous périodiques. Donc il faut venir chaque 3 mois ou chaque 6 mois, donc pour le contrôle. Donc de voir aussi l'état d'évolution de la charge virale, et de voir aussi et le taux du CD4 aussi, qui est le système défensif du corps. Okay. Donc on essaie aussi de voir tout ça. Donc tout ça, c'est pour voir que le traitement est en train de marcher ou pas. Okay. Donc une fois, au-delà de 3 mois, 6 mois au traitement, comme Cheikh a si bien dit, donc il y aura le risque de transmission est très minime. Okay. Donc pour ne pas dire que zéro risque. Okay. Donc raison pour laquelle c'est très important de se faire dépister et d'accepter le traitement. Monsieur Sidibé. Il faut savoir que les organisations de la société civile qui interviennent dans la lutte contre le VIH-Sida faisons un travail, je le dis comme ça, nous faisons un travail extraordinaire. Oui, un travail magnifique. Ne soyez pas modeste. Hein. Il faut le dire souvent. Vous faites un travail magnifique. Effectivement. Et nous avons un grand rôle à jouer par rapport au maintien aux soins. Okay. Et comme l'a expliqué tout à l'heure mon collègue, il faut savoir que nous avons même développé des activités pour pouvoir rester en contact avec la personne, et au-delà de ça aussi, mettre la personne à l'aise par rapport à sa prise en charge, et rendre accessible aussi tout ce qui est contrôle médical. Au-delà des médicaments, tout ce qui est contrôle médical, nous contribuons, voilà. Et l'accompagnement, l'accompagnement psychosocial reste extrêmement important. Et cet accompagnement psychosocial, ce qui est aussi notre point fort, c'est que c'est fait par des personnes séroconcernées, des personnes qui sont séropositives, qui sont passées par cette étape. Par l'étape dans laquelle la personne se trouve. Donc la personne est beaucoup plus attentive quand une telle personne parle. Par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, l'ONU-SIDA a mis en place un système de cascade pour pouvoir aller à l'élimination. Depuis quelques années déjà, quand on parle de l'élimination du VIH, on dit pas l'élimination des personnes vivant avec le VIH, mais que la chaîne de transmission soit complètement cassée et qu'on ne parle plus d'épidémie d'ici 2030. Pour cela, il faut vraiment que nous arrivions à dépister, par rapport aux données que nous avons actuellement, à pouvoir dépister 95% des personnes qui sont supposées être positives. Pour le Mali, voilà, pour le Mali, on est... C'est bien la notion des 3,95. Les 3,95. Et par rapport à aussi les personnes dépistées, arriver à mettre ces 95% de ces personnes sous traitement ARV. Les personnes qui sont sous traitement ARV, 95% doivent avoir
Une charge virale indétectable. Extrêmement important. On va schématiser encore une fois le dispositif. Donc 3,95. Le premier 95, c'est de faire en sorte que les 110 personnes ou plus que vous avez mentionné au début de cette émission, 95% de ces 110 personnes soient dépistées. C'est ça le premier 95. Le deuxième 95, allez-y. Le deuxième 95, c'est que parmi ces personnes qui sont dépistées maintenant, 95% de ces personnes puissent être placées sous traitement. Voilà, placées sous traitement. Dans le deuxième 95. Et le troisième 95? Le troisième 95, les personnes qui ont été mises sous traitement, 95% de ces personnes-là est une charge virale indétectable. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir transmettre le virus. D'accord. Extrêmement important. Vous voulez réagir sur cette question? Je voudrais vous rassurer que nous avons reçu sur le plateau d'autres personnes avant vous qui ont effectivement abordé ces questions. Mais c'est toujours bien pour changer le narratif. De revenir sur les discours, de reprendre les explications dans un objectif, bien entendu, de briser la chaîne de la peur autour de cette maladie. Alors, ONG grandit ensemble. Mais vous, je vous trouve quand même très, très modeste par rapport au directeur exécutif de l'ENAPOC qui ne manque pas de dire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je trouve que vous êtes un peu très modeste. Donc, quels sont aujourd'hui les défis structurels en termes de protection des enfants et des adolescents? Les défis structurels pour terminer. Ok, les défis structurels, donc, c'est toujours... Ou les perspectives structurelles, c'est-à-dire les grands projets que vous avez en chantier pour pouvoir travailler efficacement contre l'élimination du VIH auprès des enfants. Oui, toujours et par rapport à nos différentes activités, parce que actuellement avec la nouvelle subvention du Fonds mondial, donc Grandir Ensemble est un partenaire de mise en œuvre de l'Arcade Santé Plus. Donc on intervient, comme je vous avais si bien dit, donc auprès des jeunes et adolescents qui sont déjà infectés sous ARV. Mais on intervient aussi, c'est pour améliorer la prise en charge pédiatrique. Parce que si on parle de la prise en charge pédiatrique, ça concerne les adolescents et les jeunes, les enfants aussi. Donc, raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, des personnes infectées qui sont sous traitement, mais après, ils seront inobservants. Donc, raison pour laquelle nous, on a décidé d'intervenir auprès de ces personnes afin que quand ils commencent le traitement, qu'ils puissent continuer le traitement, de ne pas rompre et d'être toujours observants afin d'avoir une vie meilleure, se marier, avoir des enfants sains. Donc, c'est un peu ça. Quand même... sains du VIH. Oui. Précaution, la nuance est très importante, des enfants sains du VIH. Oui, les enfants sains du VIH, effectivement, c'est ça. Donc, en même temps aussi, d'intervenir aussi pour la prévention de la transmission mère à l'enfant. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des nouvelles infections des enfants qui naissent avec le VIH. Donc, nous, on veut que ça s'arrête. Exactement. Donc, on ne veut plus attendre que... L'État est en train de faire beaucoup d'efforts à ce sujet, mais Grandir aussi veut aussi jouer sa partition dans cette lutte-là. C'est très louable. C'est très louable de voir des associations de jeunes qui s'investissent à leur niveau pour apporter leur contribution dans le cadre de l'élimination de cette maladie. Bravo pour le travail magnifique. C'est important, même s'il ne le dit pas. Nous ne manquerons pas de le dire. On termine avec vous, M. Sidibé. Quelle perspective structurelle pour l'élimination, ou si vous voulez, pour briser la chaîne de contamination des enfants, des adolescents, mais aussi des autres personnes clés? Nous, en tant qu'organisation de la société civile, donc proche des communautés, il nous est insupportable, si vous me permettez l'expression, de voir encore des enfants qui naissent avec le VIH. Malheureusement, on a toutes les stratégies, tous les moyens pour qu'il y ait plus d'enfants qui naissent avec le VIH. Et il y a des pays qui sont arrivés à le faire, pas seulement des pays du Nord, même en Afrique ici, il y a des pays qui sont arrivés à les mettre en place. Par exemple, au Rwanda, c'est quasi
impossible qu'un enfant puisse naître avec le VIH. Donc, il y a des discussions autour de la proposition ou d'encourager fortement les femmes qui viennent faire les CPN, les CPN, consultation prénatale. Voilà, pour intégrer les dépistages par rapport à cela. Mais même si au-delà de les encourager fortement, on les oblige à se dépister, il y a un travail qui doit être fait. Tant que la femme pense ne pas pouvoir être capable de partager l'information avec son mari, la femme ne pourrait pas être observante. Et l'enfant va naître, comment dirais-je encore, l'enfant risque d'avoir le VIH, soit, comment dirais-je encore, au cours de la grossesse, soit lors de l'accouchement. Donc, il est important vraiment de travailler et d'associer les hommes à tout ce qui est stratégie de PTM. PTM, c'est prévention mère-enfant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qui reste importante, c'est que nous savons que l'État fait quand même des choses. Donc, nous encourageons vraiment l'État à continuer dans cette dynamique. Voilà, pas à nous soutenir, mais à continuer, puisque ils le font déjà, à soutenir les organisations de la société civile dans la lutte contre le VIH-Sida. Il faut vraiment que les financements, l'investissement que l'État malien fait par rapport à la santé de façon globale, par rapport au VIH, doit augmenter. Puisqu'on se rend compte de plus en plus. Et maintenant, il ne faut même pas se leurrer. Les financements vont de plus en plus chuter pour les financements extérieurs. Donc, l'État doit prendre l'opportunité de vraiment s'engager à pouvoir avoir, comment dirais-je encore, un système de financement des programmes de lutte contre le VIH-Sida de façon plus souveraine, mais aussi, surtout, de ne pas perdre les acquis. Exactement. Le Mali a toujours été comme ça. On a été, on se rappelle bien, pionnier par rapport à l'effectivité de la gratuité des médicaments. Aller chercher des médicaments et à décentraliser la distribution des médicaments. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Mais on aimerait, en tant que société civile, que l'État s'engage davantage et investisse davantage dans la lutte contre le VIH-Sida. Ça en va de la vie et de la santé des Maliens et des Maliennes. Ça fait une belle chute qui est arrivée avec beaucoup d'émotions, des émotions qui notent avec satisfaction votre envie de changer la donne, votre envie de voir les choses évoluer sur le terrain. Mais félicitations, déjà vous avez rendu hommage au président Amadou Toumani Touré. Nous saisissons cette occasion aussi pour rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent sur le terrain pour changer les perceptions sur le VIH-Sida. Nous rendons aussi hommage à des associations comme les vôtres, Grandis Ensemble, le RENAPOC et toutes ces associations qui travaillent au quotidien pour briser la chaîne de contamination sur le VIH-Sida. Nous avons été très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes très admiratifs du travail que vos associations mènent et nous vous disons que D3 TV reste une chaîne de télévision citoyenne qui s'est engagée à jouer sa partition dans le changement du narratif, comme vous le dites. Donc retenez que cette télévision vous ouvre ses portes quand vous voulez pour contribuer davantage à sensibiliser les populations sur cette thématique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Recto Verso. D'ici là, retenez, et c'est extrêmement important, le seul moyen d'en finir avec cette maladie, c'est de commencer par le dépistage. Et avec le dépistage, toutes les voies sont possibles pour l'élimination du VIH-Sida. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur D3 Télévision.